Bonjour à tous, dans votre JT Breton aujourd'hui, après le décès de 2 loutres du Pacifique à Océanopolis il y a quelques mois, le parc a accueilli ce vendredi 2 nouveaux spécimens. Suite aux nombreux attentats perpétrés sur le territoire français, les exercices pour former les unités de protection se multiplient, comme c'était le cas ce jeudi à Vannes. Et des arbres 100% bretons, voilà l'ambition d'un pépiniériste morbihanais rencontre. Dans cette édition, on retrouve également Frédéric Le Gall. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Et vous nous faites donc un point aujourd'hui sur l'état du commerce breton. Oui, je vais vous parler de la désertification des centres-villes. Eh bien, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 9 décembre 2016. En octobre, l'une des 3 loutres du Pacifique d'Océanopolis à Brest décédée. Quelques mois plus tôt, une de ses congénères disparaissait également. Et pour les remplacer dans les bassins du parc marin, 2 nouvelles loutres sont arrivées d'Alaska ce vendredi à l'aéroport de Brest. Il s'agit de Matchak et Tangique. Elles ont un peu plus d'1 an. Brice Gourenec a rencontré Dominique Barthélémy, le conservateur adjoint du parc. On a affrété un avion pour faire un vol direct en fait entre Anchorage et Brest. On a bien vu quand les animaux sont sortis de l'avion en fait que l'état de la fourrure était vraiment excellent et ça c'est un indicateur très très important parce que cette fourrure va conditionner en fait l'isolation de l'animal par rapport au milieu extérieur. Tout de suite justement elles prennent soin de leur fourrure et puis elles vont en fait la nettoyer de façon à ce que la fourrure garde ce pouvoir isolant. Comment réagir en cas d'attaque terroriste? La question se pose. Malheureusement, à Vannes, un exercice dit intrusion malveillante a été organisé ce jeudi au lycée Le Sage. Xavier Patrijon et Fanny Coconnier. 200 personnes pour un exercice presque grandeur nature en milieu scolaire. Le scénario est simple et malheureusement d'actualité. 3 individus pénètrent dans un établissement scolaire, le lycée Le Sage de Vannes, pour cette simulation, et se retranchent dans l'une des parties du bâtiment. On est dans un mouvement qui a pour but de sécuriser, d'anticiper et de savoir réagir avec la mairie, l'éducation nationale, le SAPU, le SDIS, la police, la gendarmerie. Tous ces services doivent se coordonner pour venir en aide à la quinzaine de victimes, dont des victimes par balle, mais aussi pour neutraliser les assaillants. Il fallait voir notre capacité de réaction dans le temps et dans les moyens mis en œuvre. C'est un exercice, donc on est toujours un décalage par rapport à la réalité, bilan très satisfaisant, des effectifs primo-intervenants qui ont parfaitement appliqué les règles de sécurité concernant leur technique d'intervention. Le choix d'un établissement scolaire permet de travailler plusieurs niveaux de gestion d'un tel événement et donc d'appréhender de manière globale le risque d'attentat. Sécuriser tous les établissements, les écoles aux alentours de Le Sage, donc faire confiner ces établissements. Et puis, deuxièmement, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, anticiper la sortie des élèves et leur évacuation et les faire accueillir, ainsi que les parents, par des personnes qui pourront les prendre en charge et les écouter face au stress qu'ils viennent de vivre. Le bilan de cet exercice interservice est plutôt positif pour la préfecture. Il a permis de déceler les points à améliorer. Le tout s'est clôturé avec l'évacuation des 740 élèves du lycée. Magasins éphémères ou encore locaux associatifs, les idées se multiplient pour tenter de redonner des couleurs à des centres-villes parfois moribonds. À Brest, le reportage de Frédéric Lorenzo. Vitrines vides et surface commerciale désertée, le centre-ville de Brest est à la peine avec 15% de surface vacante. Face à la crise, Brest Métropole, l'association des commerçants et les chambres de commerce et de métiers ont recruté un manager de centre-ville. Ma mission est de réunir toutes les conditions d'une bonne commercialité du centre-ville. Le centre-ville de Brest affiche malgré tout un bilan satisfaisant. Il totalise 23% des dépenses des ménages alors que la moyenne nationale est de 20%. Mais la situation du commerce est très hétérogène. Cette vacance est relativement élevée sur Recouvrance et sur le Haut-Jaurès. Mais quand on regarde le bas Jaurès et Siam, on est sur une moyenne qui est conforme à la moyenne nationale. Dans la partie désertée de la rue Jean Jaurès, la collectivité a acheté cet ancien pressing pour en faire un lieu d'information et d'accueil des associations. Autre scénario rue de Siam, ce magasin accueille régulièrement des commerces éphémères, les fameux pop-up stores. En ce mois de décembre, c'est une chocolaterie de Landerneau. On a la possibilité d'avoir un local éphémère pendant 2 mois qui nous permet de tester un certain nombre de choses. Donc premièrement de proposer nos produits à nos clients pendant les fêtes de fin d'année.
qui est une grosse période d'activité pour nous. Et ensuite, de proposer une expérience client différente de ce qu'on fait d'habitude à Landerneau. Aujourd'hui, on peut aussi proposer un salon de thé où on vend du chocolat chaud, des pâtisseries, des boissons. Reste la question du loyer des surfaces commerciales, parfois trop élevées. Une étude a été lancée par la Chambre de commerce pour inciter à plus de raisons de la part de certains propriétaires. Alors, comment se porte le commerce de centre-ville dans le reste de la Bretagne? Eh bien, on fait le point tout de suite avec Frédéric Le Gall. Alors, Frédéric, la Bretagne est-elle touchée par la désertification des centres-villes? Oui, Julie, oui, mais pas beaucoup plus qu'ailleurs en fait. En Bretagne comme en France, ce syndrome des vitrines vides touche surtout les villes moyennes, parce que les grandes villes sont épargnées, tout comme les villes touristiques. Mais le point commun de toutes ces communes de villes, enfin ces communes ou des villes moyennes qui ont perdu de leur commerce, c'est qu'elles ont perdu aussi des habitants, des services et que le taux de chômage y est élevé. Et finalement, il ne s'agit pas seulement d'une crise du commerce, il s'agit d'une crise plus globale. Alors, qu'est-ce qui a tué les centres-villes, Frédéric? C'est l'étalement urbain, puisqu'on a construit des grandes zones commerciales dans les périphéries qui font concurrence, bien sûr, au centre-ville. Et donc, les gens qui ont pris l'habitude d'utiliser essentiellement leur voiture vont faire leurs courses dans ces centres commerciaux où le parking est gratuit. Alors, on a vu à Brest, dans le reportage juste avant, que des idées avaient été mises en place. Comment, justement, redonner de la vie dans les centres-villes? Bon, alors il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup de maires, des élus, des associations de commerçants qui ont pris conscience du problème et ils prennent des initiatives ça et là pour éviter l'évasion des consommateurs. Alors il y a des exemples comme les parkings gratuits le samedi matin à Brest, cas de Brest. Il y a aussi les chèques cadeaux pour inciter les consommateurs à venir consommer, à venir faire leurs achats dans les commerces de ville. Donc là c'est le cas à Lamballe, à Saint-Brieuc, Morlaix. Il y a aussi donc on essaye aussi d'améliorer le cheminement des piétons pour favoriser un petit peu le fait de marcher en ville. Et on recrute également des managers ou des animateurs de centre-ville comme à Quimper, Brest ou Lamballe. Mais ce qu'il faut avant tout, oui, c'est surtout porter un soin particulier à la redynamisation des centres-villes pour donner surtout envie d'y habiter et d'y consommer. Merci beaucoup Frédéric Le Gall pour ces explications. À bientôt. Un arbre d'origine 100% bretonne, un pépiniériste du Morbihan commence à venir à bout de son ambition et Fanny Coconnier l'a rencontré. Manuel Rousseau est récolteur pépiniériste. Depuis 2014, il met sur pied, seul, une filière complète de production d'espèces végétales. Et la filière commence ici par de la récolte de graines auprès d'arbres locaux et sauvages, bien loin des logiques de production de géants mondiaux de la pépinisterie. Au lieu de passer par la filière existante qui présente quelques défaillances en termes sociaux et écologiques, on va directement s'appuyer sur les ressources locales et puis récolter les graines sur les populations les plus anciennes, les plus préservées, les plus dynamiques pour préserver ces souches qui sont aussi du patrimoine local. Ce patrimoine local, Manuel Rousseau le collecte, en extrait les graines avant de le faire grandir. En 2 ans, il a ainsi produit une vingtaine d'espèces d'arbres, des plants labellisés végétal local. Ce label a été créé par l'Association française des arbres champêtres et de l'agroforesterie. Elle encourage à replanter des haies dans les espaces agricoles. Aujourd'hui, tous les végétaux qu'on plantait dans le bocage, on ne connaissait pas l'origine de ces plants. La plupart du temps, ils avaient une floraison trop précoce ou ils n'étaient pas capables de résister aux maladies en France. L'enjeu, il est de créer vraiment une traçabilité de ces graines, de l'origine génétique et de brasser les différents gènes pour augmenter aussi la capacité de ces plants à pouvoir être résilients face au changement climatique. Cette démarche est soutenue par la Fondation Yves Rocher. Celle-ci s'implique dans les plantations d'arbres à travers le monde. Son objectif est d'en subventionner 100 millions d'ici à 2020. Et le breton de l'année est une bretonne. Irène Frachon a reçu sa victoire ce jeudi lors d'une cérémonie à Saint-Brieuc, soirée qui a été retransmise en direct sur TBO, TB Sud et TVR 35. La pneumologue du CHU de Brest est à l'origine du scandale du Mediator. Bravo à elle. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes.
Le Festival des Vieilles Charrues annonce ses premiers noms. Pour ceux qui n'auront pas la chance de les voir au Vauban ou à l'Olympia, les Matmata feront leur grand retour sur la scène des Vieilles Charrues à Carhaix. Les têtes d'affiche tombent pour cette 26e édition. Manu Chao ou encore Arcade Fire mettront le feu à la prairie de Quirampuil du 13 au 17 juillet 2017. Après la terre, on passe à la mer. 22 skippers sont encore en course sur le Vendée Globe. Armel Lecléache et Alex Thompson sont à mi-course après 32 jours de mer. Le skipper saint-politain fait cavalier seul en tête avec 135 000 d'avance sur le skipper du Gomos. Les navigateurs font le dos rond. Ils vont passer un week-end difficile dans une mer démontée affrontant des vents de plus de 40 nœuds. Armel Lecléache a aujourd'hui 5 jours d'avance sur le temps de référence de François Gabard, vainqueur du précédent Vendée Globe. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Bon week-end.